Beaucoup aspirent à la richesse et au pouvoir, mais pensent rarement à la façon d'utiliser correctement ces biens. Parfois, de tels désirs peuvent avoir des conséquences inattendues. L'histoire de la famille Foster en est un exemple frappant. Christopher et Jill Foster se sont installés avec leur fille Kirsty dans leur nouvelle maison 5 ans avant l'incident. Leur propriété était un domaine impressionnant dans le Shropshire rural, en Grande-Bretagne. Sur le vaste terrain se trouvaient une écurie et un ancien bâtiment de valeur historique. Il y avait assez d'espace tant pour la vie confortable de la famille que pour leurs chevaux et chiens bien-aimés. Le couple considérait cet endroit comme un véritable paradis. Les Foster étaient une famille très unie. Ils restaient toujours ensemble et appréciaient le temps passé ensemble, où qu'ils soient. Mais le samedi 26 janvier 2008, leur idylle a été perturbée. Un incendie s'est déclaré sur la propriété. Les voisins ont remarqué les flammes qui s'échappaient des fenêtres brisées et ont immédiatement composé le numéro d'urgence 999. Lorsque les pompiers sont arrivés, l'incendie faisait déjà rage. Le toit commençait à s'effondrer et le bâtiment historique s'est pratiquement effondré sous les yeux des secouristes. Combattre les flammes s'est avéré exceptionnellement difficile. On aurait dit que ce n'était pas une maison qui brûlait, mais un énorme réservoir de carburant. Après avoir maîtrisé l'incendie, les secouristes ont découvert des montagnes de matériaux de construction brûlés. La majorité des biens étaient détruits. En examinant le site de l'incendie, les experts ont cherché la cause du feu, mais n'ont pu trouver ni traces ni signes de présence de personnes dans la maison durant les premiers jours. Les experts des pompiers ont conclu que l'incendie n'était pas accidentel. À l'intérieur du bâtiment, des tuyaux et de nombreuses traces d'huile ont été découverts, qui ont intensifié la propagation du feu. Les flammes ont également atteint l'écurie et le garage où se trouvaient les véhicules coûteux de la famille. Au centre de l'écurie, les secouristes ont trouvé de tristes preuves que les animaux de compagnie de la famille, les chevaux et les chiens de Kirsty, n'avaient pas pu s'échapper. La disposition suggérait une certaine intention dans les événements. Le sort des habitants du domaine, Christopher, Jill et Kirsty, était inconnu. Au début, il y avait l'espoir qu'ils étaient simplement partis en voyage et n'étaient pas chez eux au moment de l'incident. Cependant, l'enquête ultérieure a révélé une image plus inquiétante des événements. Il s'est avéré que la famille Foster voulait célébrer le jour férié bancaire ce week-end. Le samedi, ils devaient aller faire un barbecue chez les voisins, et pour dimanche, ils avaient eux-mêmes invité des invités, y compris la mère de Chris. Comme la femme ne pouvait pas venir, la réunion a été reportée. Elle ne pouvait pas imaginer que ce serait sa dernière conversation téléphonique avec son fils. Quelques jours plus tard, le mardi, la mère de Chris est venue au domaine avec son fils cadet, Andrew. Malheureusement, la raison de leur visite n'était plus une célébration. Les forces de l'ordre ont contacté la mère et l'ont informée de l'incident soudain dans la maison. À ce moment-là, ils recueillaient toute information, car ils ne pouvaient pas déterminer la localisation de Foster. Les agents ont expliqué qu'ils ne pouvaient trouver ni Christopher, ni Jill, ni leurs proches et espéraient découvrir où la famille s'était allée. La mère de Christopher était complètement ignorante. Les Foster n'avaient même pas prévu de voyage ou de vacances, ce qui l'inquiétait beaucoup. Elle soupçonnait que des lignes électriques défectueuses pourraient être la cause. La maison n'était plus neuve. Cependant, les experts avaient une opinion différente et supposaient là que l'incendie avait été délibérément allumé. Naturellement, cet incident a attiré l'attention intense de la presse et de la société. Après tout, il s'agissait du riche Christopher Foster et de la fortune de millions du couple connu. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre dans tout le pays. Les médias étaient remplis de gros titres sensationnels. Les commentaires évasifs de la police et des pompiers, qui ne pouvaient pas divulguer d'informations concrètes, ont encore alimenté la situation.
Il restait à examiner une énorme quantité de cendres pour clarifier les circonstances des événements. Les tentatives de trouver les Foster dans les aéroports et les gares sont restées infructueuses. Ce n'est que lorsque les débris ont été dégagés jusqu'au premier étage que l'image des événements a commencé à se clarifier. Pour l'examen du bâtiment brûlé, un groupe spécial de 200 experts a été constitué. Pendant le travail, l'un des experts a découvert parmi les matériaux de construction brûlés quelque chose d'inhabituel, différent de ce à quoi ils avaient eu affaire les 2 jours précédents. L'histoire a commencé avec Christopher Foster, un homme d'affaires prospère qui, ces dernières années, avait été confronté à de nombreuses difficultés en raison de diverses accusations. Il comparaissait fréquemment devant les tribunaux et cela semblait sans fin. Cependant, pour ses proches, tout est venu comme une totale surprise. Ils n'ont appris l'existence des procédures judiciaires qu'après l'incendie en janvier. L'enquête a révélé que Foster luttait contre de graves difficultés financières qu'il ne connaissait pas auparavant. Les enquêteurs étaient convaincus du caractère délibéré de l'incendie. Dans le contexte des problèmes juridiques et financiers, une telle action aurait pu servir à détourner l'attention et éventuellement à quitter le pays. Cependant, les tentatives de trouver des traces de la famille sont restées infructueuses, ce qui a soulevé des questions supplémentaires. Lorsque les experts sont arrivés pour la première fois sur les lieux, ils ont dû effectuer un examen approfondi des décombres fumants, déterminer la source de l'incendie et sécuriser les preuves possibles. Bien qu'il n'y ait pas eu de découverte importante au début, un examen plus minutieux du site de l'incendie a conduit à des découvertes inattendues. Le principal problème pour l'enquête était que la plupart des preuves n'avaient pas été conservées. Les experts ne pouvaient examiner que quelques fragments préservés. Les premières découvertes importantes ont été faites près de la cheminée au rez-de-chaussée. Elles se distinguaient par leur structure inhabituelle parmi les matériaux de construction brûlés. Certaines parties de cendres semblaient plus poreuses. L'analyse minutieuse a montré qu'il s'agissait de traces de l'incident avec Jill et Christopher. Les experts ont porté une attention particulière à certains fragments. Leur disposition suggérait que quelque chose de grave s'était produit. Il a fallu presque une journée pour assembler tous les éléments comme un puzzle. À proximité, on a trouvé un fusil de calibre 22 qui a probablement joué un rôle fatal dans cette histoire. Cela a été confirmé par une balle brûlée qui a été trouvée après plusieurs heures de recherche méticuleuse. Les cendres ont littéralement été tamisées. Les animaux de compagnie de la famille Foster, chevaux et chiens, constituaient une énigme particulière pour les enquêteurs. Il était incompréhensible pourquoi les animaux avaient été maltraités. Ce développement des événements a dérouté les enquêteurs, qui n'avaient jamais été confrontés à des incidents aussi mystérieux dans cette région tranquille auparavant. Leurs suppositions devenaient de plus en plus inquiétantes. La première percée importante est devenue après l'examen des enregistrements de surveillance de la maison. Les dispositifs de stockage de données avaient miraculeusement survécu. Avant le déclenchement de l'incendie, les caméras avaient enregistré la présence d'un homme inconnu, bien que la qualité de l'enregistrement laissât à désirer, ce qui rendait difficile une identification précise. La figure mystérieuse se déplaçait plusieurs fois entre l'écurie et la maison, tenant un fusil avec une sorte de dispositif sur le canon. L'enregistrement montrait comment l'étranger avait décidé du sort des animaux de compagnie avant de retourner dans la villa. Les événements ultérieurs à l'intérieur du bâtiment restaient hors de l'enregistrement. La tâche principale est devenue l'identification de cette personne, et les enquêteurs ont concentré toutes leurs forces sur la résolution de cette énigme. Finalement, le voisin de la famille Foster a pu identifier la personne sur l'enregistrement. L'agent de sécurité a supposé que la personne sur l'enregistrement était le chef de famille Christopher. Pour les enquêteurs, cette version semblait incroyable, mais tous ont remarqué la ressemblance frappante de la personne dans la vidéo avec le millionnaire.
L'inconnu allait et venait plusieurs fois entre les écuries et la maison, après quoi les premières traces de feu sont apparues. Les experts ont conclu qu'il s'agissait d'un incident tragique dans la famille. Cependant, on ne savait pas où se trouvait Kirsty, car elle n'avait pas été trouvée lors du premier examen de la maison. Kirsty était pleine de vie et active, passionnée par la natation et la voile, et s'entendait parfaitement avec les chiens et les chevaux. Compte tenu de la situation, beaucoup espéraient qu'elle avait pu se sauver. Malheureusement, la réalité s'est avérée différente. Les travaux de recherche dans la maison ont duré environ 9 jours. Kirsty se trouvait dans sa chambre d'enfant. Lorsque le feu a endommagé les poutres du plafond, son lit s'est effondré vers le bas. Il est remarquable qu'elle aurait eu la possibilité de quitter la maison, car elle se trouvait loin de la source de l'incendie. Cependant, aucune trace de tentative de fuite n'a été trouvée, ce qui indiquait des circonstances tristes avant le début de l'incendie. La découverte dans les ruines incendiées a été un nouveau choc pour les proches de la famille Foster. Ils aimaient beaucoup Kirsty et espéraient jusqu'au bout son sauvetage. L'état des preuves trouvées était extrêmement mauvais, comme dans le cas de Jill. Les experts ont dû travailler avec une précaution particulière et utiliser des brosses spéciales pour la collecte des matériaux à analyser. À ce moment-là, les enquêteurs avaient développé leur propre image des événements de cette soirée du 26 août dans la maison Asbastan à Maesbrook. Selon eux, Christopher Foster avait commis l'irréparable envers sa famille et les animaux de compagnie, puis avait déclenché un incendie et décidé de ne pas rester en vie. Cette version était confirmée par de nombreux faits, y compris les enregistrements des caméras de surveillance, l'un des rares témoignages irréfutables. Cependant, il y avait une contradiction majeure. Aucune des connaissances de Christopher ne pouvait croire à son implication dans l'incident. Il était un entrepreneur prospère, un mari attentif et un père aimant. Il fallait maintenant découvrir ce qui l'avait poussé à la décision de tout détruire autour de lui, y compris les animaux de compagnie et la collection de voitures. Les parents de Jill et Christopher voulaient surtout obtenir des réponses. Tout le pays suivait l'enquête, et ce qui s'était passé avait secoué tout le monde. Christopher entretenait des relations étroites avec tous les parents, y compris la famille de sa femme. Les Foster semblaient être une famille modèle. Le père était toujours aux côtés de Kirsten et l'accompagnait même jusqu'à la rivière près du domaine, où elle aimait sauter de la balançoire. Son attention pour sa fille et son attention envers sa femme lui avaient valu le respect de ses semblables. C'est pourquoi les événements suivants ont été un véritable choc pour tous ceux qui connaissaient cette famille. Les enquêteurs ont parlé avec les proches et les amis de la famille Foster. Ils ont tous décrit Christopher comme une personne attentionnée et bienveillante. Le choc de ce qui s'était passé était si grand que même en montrant les enregistrements de surveillance où l'on voyait Christopher avec une arme, les gens ne voulaient pas en croire leurs yeux. En plus de sa réputation de père de famille modèle, Christopher était connu pour sa détermination. Cette qualité s'était manifestée chez lui dès son jeune âge. La famille s'était fière de ses succès et il restait toujours un soutien fiable pour ses proches. L'homme avait une passion particulière pour le feu, qui a plus tard déterminé sa carrière professionnelle. À la fin des années 80, un incident grave s'est produit sur une plateforme pétrolière. Lorsque Christopher a vu le rapport à la télévision, il a été profondément impressionné par les événements. Après un incident tragique qui a affecté plus de 100 personnes, Chris a pris une décision importante. Il a prévu de développer un nouveau type de revêtement protecteur pour les tours de forage pétroliers qui pourrait empêcher de tels incidents à l'avenir. Cette pensée l'occupait entièrement. Après des expériences avec différentes compositions, il a finalement développé une masse d'étanchéité spéciale. À haute température, le matériau ne s'enflammait pas, mais formait une couche protectrice avec une structure croustillante caractéristique.
Après avoir obtenu le brevet pour son invention, Chris a fait face à un nouveau défi. Il devait prouver l'efficacité aux investisseurs potentiels. Il a risqué tout ce qu'il avait et organisé une grande démonstration. Foster a recréé des conditions similaires à un accident sur une plateforme pétrolière. Il a engagé des experts pour l'évaluation et les pompiers avec ses propres fonds. Son invention a montré des résultats impressionnants pendant les tests. Cette démarche audacieuse a porté ses fruits. Les banquiers et les investisseurs ont décidé de soutenir le projet. Le succès a dépassé toutes les attentes. Bientôt, Christopher a eu tellement de succès qu'il avait du mal à distribuer les profits réalisés. Son entreprise gagnait des millions en une journée avec l'installation de systèmes de protection dans l'industrie pétrolière. Avec le temps, le pouvoir et la richesse ont changé le caractère du protagoniste principal de cette histoire. Christopher a commencé à afficher ostensiblement sa richesse, se qualifiant lui-même de multimillionnaire et dépensant des sommes impressionnantes pour attirer l'attention. La famille Foster était connue pour ses fêtes luxueuses qui coûtaient parfois plus de 20 000 livres sterling. Progressivement, la situation est devenue plus tendue. Jill a commencé à douter de la fidélité de son mari. Les connaissances de Chris affirmaient qu'il avait eu des relations avec au moins 8 femmes pendant son mariage. Jill, une femme au foyer simple et crédule, ne remarquait pas ces histoires. Christopher cachait facilement ses aventures à sa femme en profitant de sa naïveté. 5 ans avant le moment fatidique, Chris a acheté une villa à Asbaston pour 1,5 million de livres. Il a investi des sommes considérables dans la rénovation. Il se vantait souvent de tout payer en espèces et de n'avoir aucune dette. Le lieu de résidence n'avait pas été choisi au hasard. Il était isolé des regards curieux, était considéré comme sûr et semblait idéal pour la vie de famille. C'est précisément ici que le protagoniste a développé une nouvelle passion. La chasse et la pêche sont devenues sa véritable passion. À côté de la maison s'étendèrent de grandes zones forestières où Chris pouvait chasser le faisan à sa guise. Son enthousiasme pour le fusil l'a conduit à faire de fréquentes excursions en forêt, jusqu'à 4 fois par semaine, parfois plus. Il aimait particulièrement le tir au pigeon d'argile. Avec le temps, il a acquis plusieurs armes à feu. L'une d'entre elles a été trouvée plus tard dans les cendres. Cette passion de Christopher s'est progressivement transformée en une véritable obsession. Il achetait des fusils et des pistolets coûteux et les plaçait dans chaque pièce spacieuse de la villa. Progressivement, son comportement est devenu de plus en plus inquiétant. Christopher montrait souvent de l'irritabilité et de la nervosité. Un jour, quand des pigeons sont entrés dans sa grange, il a longtemps essayé de les chasser. Quand les oiseaux n'ont pas quitté l'espace, il a utilisé le fusil. Cependant, personne ne soupçonnait qu'un tel comportement pourrait mener à des conséquences plus graves. Un week-end d'août 2008, une tragédie s'est produite dans la maison. Selon les enquêteurs, Chris a retourné l'arme contre ses proches et ses animaux de compagnie, puis contre lui-même. Pour reconstituer le déroulement des événements, les experts ont dû littéralement rassembler chaque détail de ce qui s'était passé. Les enquêteurs ont eu besoin de plus de 2 mois pour reconstituer les événements de cette nuit du 26 août. La veille, la famille Foster passait du temps chez les voisins. Ils faisaient un barbecue, s'amusaient au tir au pigeon d'argile et passaient un bon moment. Personne n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Chris était de très bonne humeur et plaisantait toute la soirée. Les Foster ont quitté les voisins vers 20h30 et sont arrivés chez eux à 20h44. Jill est entrée dans la maison. Son mari a garé la voiture dans le garage et Kirsty a sorti les chiens. Après un moment, elle est montée et a allumé son ordinateur pour chatter avec ses amis de l'école. Vers 23h30, Christopher est venu la voir
et lui a demandé de se préparer pour aller au lit. Quand elle a refusé, il a coupé l'Internet. Kirsty a envoyé un message à ses amis se plaignant de l'humeur de son père. Ce fut son dernier message. Ce qui s'est passé ensuite est resté un mystère. Les enquêteurs n'ont pu reconstituer qu'une partie des événements de cette nuit, mais de nombreux détails sont restés peu clairs. Les experts ont dû travailler avec des preuves extrêmement limitées. Au cours de l'enquête, les experts ont examiné environ 4 tonnes de matériaux brûlés à la recherche de preuves. Même après des mois de tamisage minutieux des cendres à travers un tamis spécial, aucune preuve convaincante n'a pu être trouvée sur ce qui était arrivé à Kirsty et Christopher. Alors que les enquêteurs avaient presque perdu l'espoir de reconstituer le déroulement exact de l'incident, des enregistrements survivants des caméras de surveillance intérieure de la maison sont tombés entre leurs mains. Sur les enregistrements, on le voit se déplacer dans la maison avec une arme. Il est d'abord allé dans la chambre où se trouvait sa femme, puis dans la chambre de Kirsty. Les caméras ont enregistré qu'à 3h10 du matin, il a pris un fusil avec un dispositif spécial et s'est dirigé vers le chenil et l'écurie. Après 11 minutes, Christopher s'est rendu auprès des animaux de compagnie. Il a poussé les chiens dans des cages pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. Ensuite, il les a amenés là où se trouvaient les chevaux. Après tout cela, un incendie s'est déclaré dans les écuries. L'auteur a placé une camionnette devant le portail et a rendu ses roues inutilisables, probablement pour empêcher les voisins de venir en aide aux animaux. Il s'est avéré que tous les animaux n'avaient pas été blessés par les actions initiales. Certains ont été piégés par le feu. En cette période difficile, il continuait à mener un style de vie luxueux, bien que la majorité des revenus soient utilisés pour rembourser des dettes toujours croissantes. Dans une tentative de se maintenir à flot, il a commencé à contracter activement des prêts auprès de diverses banques et emprunter des centaines de milliers de livres sterling chaque mois. La situation financière se détériorait à vue d'œil. Les intérêts des prêts augmentaient et il ne pouvait pas les rembourser. Au 8 février 2008, son endettement dépassait 300 000 livres, mais le coup le plus dur est venu en septembre 2007, lorsqu'il a perdu son entreprise après avoir perdu un procès contre un fournisseur. De plus, il devait maintenant encore 1 million de livres. Personne ne savait qu'il était déjà au chômage depuis plus d'1 an. Malgré l'effondrement total, il continuait à jouer le rôle du multimillionnaire prospère, évidemment aux dépens de nouvelles dettes. Au 22 novembre 2007, son compte à la banque suisse était vide et la dette totale avait atteint 4 millions. Même là, il cachait la vérité à tous. Chris comprenait. Même s'il vendait tout, il ne pourrait pas payer les créanciers. Parfois, ses véritables sentiments se manifestaient. En novembre, par exemple, lors d'une conversation avec son frère, il a laissé échapper qu'il n'était pas assez bien, mais n'a pas développé davantage. C'était le dernier message de Christopher avant l'incident. Le frère n'a pas accordé d'importance à ces mots et pensait que Chris était simplement de mauvaise humeur ou avait trop bu. Après la découverte de toutes les circonstances, il restait peu clair pourquoi non seulement lui-même, mais aussi toute la famille, les animaux domestiques et la fortune de millions devaient être affectés. Comme il s'est avéré plus tard, Christopher avait partagé ses problèmes avec des partenaires commerciaux. Il n'entrait pas dans les détails, mais ses déclarations étaient inquiétantes et sombres. En réalité, il y avait eu des tentatives pour faire face à la situation. 5 mois avant le week-end fatal, le médecin avait prescrit des antidépresseurs à Christopher, qui avait légèrement amélioré son état. Cependant, le vendredi avant l'incident, il visitait des sites internet liés aux adieux à la vie. Fin août 2008, la tragédie s'est produite sur la propriété.
Quelques heures après l'incendie, les huissiers sont arrivés pour faire l'inventaire, sans se douter qu'il n'y avait plus rien à inventorier. L'enquête a révélé que Christopher et Jill ne se trouvaient pas près de la cheminée. Ils y sont arrivés après que le lit brûlé du premier étage soit tombé à travers le sol brûlé. Un détail remarquable. Avant la décision finale, Chris s'est allongé à côté de sa femme et l'a enlacée. Apparemment, jusqu'au dernier moment, il éprouvait de l'affection pour ses proches et voulait être avec eux. Les experts ont identifié des caractéristiques comportementales typiques des soi-disant destructeurs de famille, des personnes qui, en décidant de quitter la vie, emportent tout ce qui leur est important. Malheureusement, en raison des graves dommages, les experts n'ont pas pu déterminer la séquence exacte des événements cette nuit-là. Si Christopher a utilisé l'arme contre lui-même ou est simplement resté dans la maison en feu avec sa femme. Ces questions sont restées sans réponse. 4 mois après l'incident, les funérailles de la famille Foster ont eu lieu près de l'église du village. Les proches de Jill ont insisté pour que Christopher soit enterré séparément, tandis que la mère et la fille ont été inhumées ensemble. Les plus proches parents de Jill ne pouvaient pas pardonner l'acte de Christopher. De plus, il avait privé toutes les personnes de la possibilité d'obtenir une compensation qui avaient eux souffert de ces manipulations financières. Et ils étaient des dizaines. Les proches de Chris pensaient qu'il n'avait pas supporté la pression des circonstances. Le succès lui était monté à la tête. Il dépensait trop et se croyait invulnérable. Après avoir créé un monde de luxe et de prospérité, il ne pouvait pas supporter son effondrement. Christopher ne pouvait pas accepter la réalisation qu'il était lui-même la cause de l'effondrement. Malheureusement, le prix de son effondrement était disproportionnellement élevé. Les relations familiales abritent parfois des sentiments complexes qui peuvent mener à des conséquences imprévisibles. Dans la petite ville italienne d'Avetrana, où vivaient environ 6000 personnes, tout le monde se connaissait et les nouvelles se propageaient rapidement. C'est ici que vivait Sarah Scazzi, 15 ans, dont les habitants se souvenaient comme d'une élève exceptionnellement énergique et pleine de vie. Son caractère vif se démarquait même parmi ses camarades actifs. Elle gardait sa bonté malgré une nature ferme et déterminée, ce qui l'aidait souvent dans diverses situations. Le 26 août 2010, Sarah prévoyait de rencontrer sa cousine Sabrina Misseri. Les jeunes femmes voulaient aller à la mer avec un groupe d'amis. La distance entre leurs maisons n'était que de 600 mètres. Sarah partit plus tôt, avec l'intention d'arriver à 14 heures. Normalement, il lui fallait environ 10 minutes pour rejoindre sa cousine par le quartier tranquille. Mais cette fois, quelque chose n'allait pas. Sarah était en retard, ce qui ne correspondait pas du tout à son caractère ponctuel. Elles avaient convenu de se rencontrer plus tôt pour attendre ensemble les autres et se préparer pour le voyage. À 14h42, 2 autres amis rejoignirent Sabrina, mais Sarah n'était toujours pas là. La cousine raconta qu'elle avait déjà essayé plusieurs fois de joindre Sarah, mais tous les appels et messages étaient à rester sans réponse. Pour confirmer ses paroles, Sabrina composa à nouveau le numéro, sans succès. Cela cause de l'inquiétude chez toutes les jeunes femmes. Le voyage était remis en question et il devenait important de découvrir la raison de la disparition de leur amie. Les amis décidèrent de parcourir l'itinéraire de Sarah. Quand elles arrivèrent à sa maison, elles ne trouvèrent aucune trace, comme si elle s'était volatilisée. Elle n'était pas non plus chez elle. La mère inquiète confirma que sa fille avait quitté la maison il y a plus d'1 heure et aurait dû être depuis longtemps chez sa parente. La femme angoissée parcourut également l'itinéraire habituel de sa fille, mais ne trouva aucun indice. Après plusieurs heures de silence, la mère se tourna vers la police. Les agents commencèrent immédiatement les recherches.
ils déterminèrent la zone de recherche, vérifièrent l'itinéraire connu, puis élargirent la zone, mais ne trouvèrent aucun signe d'incident. Parallèlement, les enquêteurs interrogèrent les proches de la jeune femme, la famille, les voisins, les camarades de classe et d'autres habitants de la ville, et vérifièrent toutes les sources possibles d'informations. Initialement, la version d'un enlèvement à des fins de rançon fut envisagée, supposant que l'auteur avait soigneusement effacé les traces. Cependant, cette version fut rapidement écartée. Dans une petite ville italienne vivait Sara, une fille d'une famille ordinaire. Elle a été élevée par sa mère célibataire, tandis que son frère aîné travaillait comme maçon à Milan. La modeste prospérité de la famille excluait la version des motifs égoïstes de la disparition. L'hypothèse d'un départ volontaire de la maison ne s'est pas non plus confirmée. Sara avait d'excellentes relations avec sa famille et ses amis, et elle n'avait nulle part où aller. Les carabinieri ont poursuivi la recherche avec persévérance. Le 6 octobre 2010, après 1 mois et demi, ils ont trouvé Sara dans la zone rurale d'Avetrana. Initialement, l'enquête était dans une impasse. Personne de l'entourage proche ne pouvait se souvenir de conflits dans la vie de Sara. Il semblait qu'elle n'avait pas d'ennemis. Sara menait un mode de vie sain, évitait les compagnies douteuses et les situations risquées. À la recherche d'indices, les enquêteurs ont examiné ses réseaux sociaux. Cependant, les profils se sont avérés typiques d'une adolescente. Photos et publications minimales. La mère a remis aux enquêteurs le journal intime de Sara dans l'espoir d'y trouver des indices importants. Et en effet, des détails intéressants y ont été trouvés. Sara confiait ses pensées les plus intimes au cahier. En 2010, Sara Scazzi, âgée de 15 ans, était lycéenne. Elle était très proche de sa cousine Sabrina Misseri, âgée de 22 ans, qui travaillait comme esthéticienne. Elle partageait un intérêt commun pour l'industrie de la beauté, où Sara rêvait d'une carrière. Elles s'entendaient à merveille jusqu'à ce qu'Ivan Rousseau entre dans leur vie. L'homme de 27 ans était un ami de la famille Scazzi. Sabrina a été immédiatement attirée par lui et cherchait une relation. Malgré la grande différence d'âge, Sara ressentait aussi de la sympathie pour Ivan. Pour elle, c'était probablement la recherche d'une figure paternelle, car son père biologique avait quitté la famille quand elle était très jeune. Une connexion spéciale s'est développée entre eux. La chaleur dans la relation entre Ivan et Sara n'est pas passée inaperçue pour Sabrina, qui a été submergée par la jalousie. Les conflits entre les cousines se sont multipliés. Peu avant la disparition de Sara, il y a eu une grave dispute devant témoins. Sabrina a de nouveau reproché à sa jeune cousine à propos d'Ivan. Sara n'a pas supporté la moquerie et a répondu sèchement, faisant allusion aux intentions douteuses de Sabrina, âgée de 22 ans, envers le jeune homme. L'humiliation publique par la petite sœur a profondément affecté Sabrina. L'histoire s'est rapidement répandue dans les environs et s'est enrichie de nouveaux détails. Le lendemain, les habitants discutaient avec animation de la relation entre Ivan et Sabrina, développant des versions de plus en plus étranges de ce qui s'était passé. La relation entre les cousines était définitivement brisée. Lors de l'examen du journal de Sara, les enquêteurs ont découvert une entrée intéressante. Elle y décrivait le comportement inhabituel de sa cousine ce soir-là. Sara nota qu'elle n'avait jamais vu sa parente dans un tel état et ressentit même de la peur. Cela pourrait indiquer un motif sérieux, mais les désaccords familiaux pouvaient-ils mener à de telles conséquences ? Les enquêteurs ont parlé avec de nombreuses personnes, y compris un groupe d'amis qui planifiait une excursion à la plage. Grâce aux témoignages des témoins et des parents de Scazzi, il a été possible de reconstituer le déroulement des événements de cette journée. Le matin du 26 août, Sara a rendu visite à Sabrina, qui effectuait un traitement cosmétique sur une cliente. Sara s'est montrée intéressée par le travail de sa cousine.
la cliente a remarqué une certaine tension entre les parentes, bien qu'elle n'ait observé aucun conflit ouvert. Elle a également confirmé que les jeunes femmes avaient convenu directement devant elle d'une excursion à la plage pour l'après-midi. Mariangela Pagnoletti et sa sœur cadette Alessandra devinrent les rejoindre. Selon la mère de Sarah, sa fille est rentrée de chez sa cousine vers midi, a mentionné les plans de la plage et est allée faire des courses. Quand Sarah est rentrée à la maison, elle était visiblement pressée. Elle a déjeuné rapidement sans s'asseoir à table, s'est changée rapidement et a quitté la maison vers 13h30. Elle prévoyait d'être chez sa cousine à 14h et de passer dans un magasin en chemin. Après avoir quitté la maison, Sarah n'a plus été revue. À 14h42, les amis sont arrivés chez Sabrina, en présence de qui elles ont à nouveau tenté de contacter Sarah. Les enquêteurs devaient découvrir à quel point le chemin de Sarah avait été interrompu. L'interrogatoire des résidents a produit des résultats inattendus. Plusieurs personnes ont confirmé avoir vu Sarah atteindre la maison de sa parente et y entrer, après quoi sa trace s'est perdue. Cela a soulevé de sérieuses questions sur Sabrina dans l'enquête. Elle est devenue la principale suspecte avec motif et opportunité selon les autorités. Une perquisition a été effectuée dans sa maison. L'examen médical a révélé la cause de l'incident, obstruction de la respiration. Le moment correspondait au séjour de Sarah chez Sabrina. Les preuves pointèrent vers la parenté. L'analyse des appels téléphoniques a montré, à 14h23, Mariangela a parlé avec Sabrina et confirmé les plans de la plage. À la fin de la conversation, Sabrina a posé une question inhabituelle. Si Mariangela avait rencontré Sarah, cela semblait illogique car les jeunes femmes prenaient des routes différentes et ne pouvaient pas se rencontrer. Une telle question semblait étrange, mais explicable si l'on soupçonnait la recherche d'un alibi. À 14h28, le téléphone de Sabrina a reçu un appel de Sarah. Selon les experts, les événements avaient déjà pris un caractère irréversible à ce moment. Probablement l'appel n'a pas été fait par Sarah, une tentative évidente de détourner les soupçons. Les soupçons contre Sabrina devenaient de plus en plus sérieux. Les carabinieri ont eu une conversation avec deux amis qui avaient prévu un voyage à la mer avec Sabrina et Sarah. Leur récit contenait des détails intéressants. Lorsque les sœurs Pagnoletti sont venues chez Sabrina, elle les a reçues de manière inhabituelle sur la véranda à l'extérieur de la maison. Cela différait de son comportement habituel, car normalement elle recevait les invités à l'intérieur. Cette fois, elle semblait intentionnellement faire traîner les choses et ne les laissait pas entrer dans le bâtiment. Maintenant, ce comportement prenait un nouveau sens. Sabrina cachait peut-être quelque chose. La principale impliquée dans l'affaire s'est approchée des invités, a immédiatement commencé à expliquer l'absence de Sarah et à montrer de l'inquiétude. En présence des amis, elle a appelé le numéro de Sarah, comme si elle voulait étayer ses paroles et se créer une justification. Lors du premier appel, il y a eu une tonalité, mais pas de réponse. Après la deuxième tentative, le téléphone était éteint. Sabrina a attiré l'attention des présents sur ce fait et a commencé à montrer encore plus d'inquiétude. Tout semblait suspect. Les enquêteurs ont établi qu'à ce moment-là, des événements décisifs s'étaient déjà produits dans la maison Misery. Dans la résidence, des preuves troublantes ont été trouvées, suggérant l'implication de plus de personnes dans l'incident qu'initialement supposé. Au puits, qui est devenu le lieu clé de l'enquête, les experts ont trouvé des traces de pneus et des empreintes. Celles-ci ont pu être identifiées en vérifiant l'environnement proche. Les traces correspondaient exactement au profil de la voiture familiale de Sabrina. Cependant, une étrange incohérence est apparue. Le moment de l'apparition de ces traces coïncidait avec la période où les jeunes femmes étaient à la maison Misery, en train de parler avec Sabrina. L'analyse des matériaux recueillis a montré un rôle clé
a été joué par l'oncle de Sarah, Michel Misseri, le père de Sabrina. Selon la reconstitution des événements, il resta très peu de temps à Sabrina après l'incident pour dissimuler les traces de l'événement. Sabrina s'est tournée vers son père pour demander de l'aide afin d'éliminer les preuves. L'homme, incapable de résister à sa fille, a tout caché dans un vieux puits. À proximité, on a découvert un foyer où ont été trouvés des objets personnels de Sarah et des objets de la maison des Misseri. Michel a tenté d'effacer les traces en détruisant les preuves possibles dans le feu. Malgré des actions bien réfléchies, les suspects se sont trahis par leur comportement, bien que cela n'était pas évident au début. Après le signalement de la disparition, Sabrina et sa mère, Kazima Serrana, ont participé activement aux recherches. Elles sont apparues dans des émissions de télévision où elles ont parlé de la disparition de Sarah et demandé de l'aide pour les recherches. Cela s'est avéré n'être qu'une partie d'une série de manœuvres de diversion. Discrètement, elles ont diffusé différentes versions à travers les médias, d'un enlèvement par la mafia ou le médecin de famille jusqu'à la fuite romantique de Sarah. Kazima Serrana a répandu dès le début des rumeurs sur le père de Sarah, le décrivant comme un criminel et un membre de la mafia. Jusqu'en 2010, il avait quitté la famille depuis longtemps. Son sort est resté inconnu. La femme a suggéré que la disparition de Sarah pourrait être la vengeance d'autorités criminelles. Toutes ces versions se sont avérées n'être qu'une tentative de confondre l'enquête. Cependant, elles ont créé un véritable chaos informatif qui a considérablement compliqué le travail des enquêteurs. Le puits contenant les preuves était suffisamment éloigné, ce qui a prolongé les recherches. Chaque retard jouait en faveur de la famille Misseri, qui continuait à construire un réseau complexe de tromperies pour échapper à la responsabilité. En analysant le comportement des suspects, les enquêteurs ont remarqué que seul Michel montrait des signes d'inquiétude mentale. Chez lui, tous les signes d'un effondrement émotionnel ont été observés. Le 29 septembre 2010, il est venu à la police et a signalé avoir trouvé par hasard le téléphone portable de Sarah dans le livret. Les preuves contre la famille Misseri ont commencé à s'accumuler. Il était clair que l'homme était tourmenté par sa conscience. Michel est allé secrètement au poste de police, à l'insu de sa femme et de sa fille. Évidemment, le téléphone ne pouvait pas être trouvé par hasard. Le 6 octobre 2010, Michel n'a plus supporté la tension. Il a avoué sa participation à la disparition de sa nièce et a affirmé que tout s'était passé dans le garage. Cependant, ces déclarations ont éveillé des doutes chez la police. Lors de la reconstitution des événements, Michel n'a pas pu démontrer ses actions de manière crédible. Sa version ne correspondait pas aux rapports médicaux. Michel a expliqué ses actions par une dépression nerveuse due à un tracteur en panne. Au début, il a nié les motifs personnels. Plus tard, il a changé son témoignage et a expliqué que tout s'était passé après le rejet de Sarah. Selon ses mots, il a commis des actes inappropriés puis causé des dommages irréversibles. Cependant, l'examen médical n'a pas confirmé cette version, ce qui a renforcé les doutes sur la véracité de cet aveu. L'histoire racontée par Michel était soumise à des changements constants. Le 15 octobre 2010, un détail important est apparu dans ses déclarations. Il a mentionné pour la première fois la présence de sa fille Sabrina dans le garage lors de la rencontre avec Sarah. Selon sa nouvelle version, c'était sa fille qui avait conduit la jeune femme dans la pièce où il réparait un tracteur. Sabrina aurait insisté pour que son père donne une leçon à Sarah. Mais cette version n'a pas non plus duré longtemps. Après de longues discussions avec les enquêteurs, Michel a de nouveau changé son témoignage et affirmait maintenant que tout était arrivé accidentellement. Selon ses dires, Sarah serait simplement tombée malheureusement en jouant. Une année s'est écoulée avant que le patriarche Misseri ne change à nouveau son témoignage pour protéger Sabrina et assumer la responsabilité.
Cependant, les enquêteurs n'ont pas perdu de temps. Les preuves recueillies contredisaient les paroles de l'homme. Elles indiquaient l'implication de Sabrina dans la disparition de Sarah, mais pas uniquement la sienne. L'enquête a révélé la participation d'au moins 2 personnes à cet incident. La question de l'identité du deuxième participant s'est posée. La mère de Sabrina, Cosima Serrana, n'a pas attiré l'attention des enquêteurs pendant longtemps, malgré son comportement étrange lors des interviews télévisées. L'examen médical a montré que Sarah s'était à peine défendue. Cela suggérait soit la surprise de l'événement, soit la présence de plusieurs personnes. L'une d'elles aurait pu maintenir Sarah sans lui donner la possibilité de se défendre. Les preuves indiquaient la présence de 3 ou 4 personnes dans la maison. Sarah et 2 à 3 autres participants. Étonnamment, toute la famille était impliquée dans le plan de Sabrina. Cela a été confirmé par les enregistrements des conversations téléphoniques. Le 4 octobre 2010, quelques jours après que Michel ait remis le téléphone de Sarah aux autorités, Sabrina a contacté sa mère. Elle a exprimé son inquiétude concernant les empreintes digitales sur les touches du téléphone, laissées lors de la simulation d'appel. Les femmes ont également discuté des traces possibles dans la maison et à l'arrière du garage, où tout s'est présumément passé. Pour vérifier les soupçons, les carabinieri ont suivi les téléphones de tous les impliqués. On soupçonnait que Sarah avait été maintenue soit par Michel, soit par Sabrina. La confirmation de la présence de Cosima Serrana dans le garage à ce moment-là fut surprenante. C'était probablement elle qui n'avait pas donné à Sarah la possibilité de se défendre. Le lendemain de l'incident, 2 femmes se sont rendues dans la zone où une preuve importante serait plus tard trouvée dans un ancien puits. Elles ont expliqué leur visite par le désir de voir le vignoble appartenant à Valentina Miseri, une autre fille de Cosima. Cependant, leur explication a suscité des doutes. Vignoble était trop éloigné et elles n'y sont jamais arrivées. Au lieu de cela, les femmes sont restées près de ce puits et se sont ensuite rendues à un endroit où, comme on l'a découvert plus tard, des preuves importantes ont été détruites. Les déclarations de plusieurs témoins ont confirmé la version des enquêteurs sur le comportement inhabituel de Sabrina après la disparition de sa sœur. Malgré leur relation étroite antérieure, qui s'était détériorée à cause d'une connaissance commune, la suspecte parlait de Sarah avec une froideur surprenante, ce qui a choqué toute la famille. L'affaire a attiré une grande attention publique. Diverses rumeurs inquiétantes circulèrent dans la ville, et de nombreux témoins ne voulaient probablement rien avoir à faire avec cette enquête. Parmi eux, se trouvait le fleuriste Giovanni Bucalieri. En travaillant dans le jardin, il a été témoin d'un conflit entre les jeunes femmes. Il a entendu des bruits de lutte et a ensuite vu Sarah être emmenée dans une voiture. Plus tard, lorsqu'il n'a pas voulu participer au procès, il s'est rétracté et a exercé son droit de garder le silence. Cependant, son histoire originale a été confirmée par son collègue et sa femme. Il avait partagé des détails similaires avec eux, et les intervalles de temps correspondaient. Selon Giovanni, il a vu Cosima emmener Sarah de l'arrière-cour au coffre de la voiture. Ces événements se sont produits exactement au moment où les autres participantes du voyage sont arrivées chez Sabrina. Elle les a reçues sur la véranda et a essayé d'empêcher les jeunes femmes d'entrer dans la maison et de voir ce qui se passait dans l'arrière-cour. Les incohérences dans les paroles de la suspecte ont été révélées par l'un de ses cousins. Peu après la disparition de Sarah, il a parlé avec sa sœur qui a décrit en détail les vêtements de l'étudiante. Cependant, à la police, elle avait déclaré que la disparue n'était pas venue la voir après le déjeuner. La description des vêtements correspondait parfaitement, bien que la jeune femme se soit changée avant de sortir. Sabrina n'aurait pas pu savoir cela sans avoir vu Sarah personnellement, ce qui indiquait clairement un mensonge dans sa déclaration.
Les procédures judiciaires ont commencé le 10 janvier 2012 et ont duré beaucoup plus longtemps que prévu initialement. Au cours du procès, de nouvelles circonstances sont venues à la lumière, révélant les véritables intentions des femmes accusées. Une attention particulière a été portée à une photo de Sarah envoyée à Ivan Rousseau un jour avant l'événement fatal. Le procureur a utilisé cette image comme preuve de l'implication de Sabrina. Les enquêteurs ont établi que Sabrina avait un intérêt romantique pour le jeune homme et était jalouse de Sarah. Lors de l'interrogatoire, Ivan a décrit ses relations avec les deux jeunes femmes comme amicales, presque familiales. Selon ses mots, Sarah le voyait comme une figure paternelle et avait envoyé la photo uniquement pour montrer sa nouvelle coiffure. Avec Sabrina, il entretenait une relation amicale, assez proche, mais rien de plus. Bien qu'elle ait commencé plus tard à lui faire des compliments très sincères, quelques jours avant l'incident, Ivan a décidé de rompre le contact avec la persistante Sabrina. Son comportement intrusif lui déplaisait et la jeune femme elle-même ne l'attirait pas. Ivan a souligné que cette décision n'avait rien à voir avec Sarah. L'accusation a pu reconstituer la chronologie exacte des événements, malgré les tentatives des personnes impliquées d'effacer les traces. Sabrina et Cosima ont été tenus aux responsables de la disparition de Sarah. Michel Misseri a reçu 8 ans pour dissimulation de preuves. Il a continué à assumer la culpabilité, mais les enquêteurs ont prouvé que son seul rôle était la destruction des preuves. Le 20 avril 2013, le tribunal a annoncé le verdict. Sabrina Misseri et Cosima Serrana ont reçu la prison à perpétuité. Elles n'étaient pas d'accord avec la décision et l'avocat a immédiatement fait appel. Le nouveau procès a commencé le 16 novembre 2014. Lors des audiences préliminaires, il avait été établi que les accusés devaient toujours rester en détention pendant toute la durée du procès. Les conversations entre les complices ont été examinées particulièrement en détail, y compris la première conversation entre Sabrina et son père après sa confession. Leur comportement a révélé la certitude de sa participation. Cosima a fait des déclarations émotionnelles et a tenté de gagner la sympathie du tribunal. Elle a mentionné les liens familiaux et a fait référence au premier procès. La femme a insisté sur le fait que l'affaire avait été construite pour condamner des innocents. Selon ses mots, leur famille avait toujours entretenu des relations chaleureuses avec les Scasi et elle n'avait aucune raison de vouloir du mal à Sarah. Dans la salle d'audience, Michel était présent, affirmant avec persistance sa seule culpabilité dans l'affaire. Il répétait constamment que sa fille et sa femme n'étaient là pas impliquées dans l'incident. Cependant, l'accusation était convaincue. L'homme essayait simplement de protéger sa famille en assumant toute la responsabilité. Le 27 juillet 2015, la Cour d'appel a confirmé la décision initiale, la prison à perpétuité pour les deux femmes. Comme elles n'ont jamais admis leur participation, les véritables motifs ne sont pas restés entièrement clarifiés. En analysant la dernière phase de leur relation, les enquêteurs ont suspecté 2 motifs principaux. Le premier, la rancune envers la cousine pour ses remarques désobligeantes. Le second, la rivalité pour un jeune homme. Cassima a probablement soutenu les actions de sa fille par désir de protéger la réputation de la famille Misseri. Selon elle, les déclarations publiques de la nièce pouvaient causer de sérieux dommages à leur nom de famille. Apparemment, cela suffisait pour une décision irrévocable qu'elle considérait comme la seule issue au conflit. Plus tard, il s'est avéré qu'il y avait d'autres personnes impliquées dans cette histoire. Le frère de Michel, Carmino, et son neveu Cosmo ont reçu chacun 6 ans de prison pour avoir aidé à dissimuler des preuves. L'ancien avocat de Sabrina a reçu 2 ans avec sursis pour complicité. Giuseppe, le propriétaire de l'hôtel, a été condamné à 2 ans de prison pour faux témoignages. 4 autres personnes impliquées ont reçu des peines d'1 an à 16 mois pour complicité. En 2020, le procès d'Ivan Rousseau a eu lieu
ce jeune homme qui est devenu la raison du conflit entre les jeunes femmes. Il s'est avéré qu'il avait caché la vérité sur son rôle dans l'incident pendant 10 ans. Ce jour décisif, contrairement à ses déclarations initiales, le jeune homme a rencontré Sabrina et Sarah une demi-heure avant la tragédie. Ces actions ont contribué à l'intensification du conflit entre les jeunes femmes. Pour faux témoignage, Ivan a été condamné à 5 ans de prison, mais plus tard la sentence a été annulée et le jeune homme a été libéré. La plupart des personnes impliquées dans l'affaire ont déjà purgé leur peine et sont retournées à leur vie normale. Une exception était le neveu Cosma, qui malheureusement n'a pas vécu jusqu'à la fin de sa peine en raison de problèmes de santé. En février 2024, Michel Misseri a également été libéré. Sa peine a été réduite de 685 jours, 585 pour bonne conduite, ces bonus étant crédités semestriellement, et environ 100 jours ont été ajoutés selon la loi sur les prisons vides. 1 an avant sa libération, l'avocat de Michel a déposé une plainte concernant les conditions de détention. La cellule de son client ne mesurait que 3 mètres carrés, sans douche ni eau chaude. Ces conditions étaient bien en dessous des normes de la Convention européenne sur les droits des détenus. Après sa libération, Michel a commencé à affirmer qu'il avait agi seul, essayant ainsi de protéger sa femme et sa fille. Selon ses dires, ses déclarations antérieures avaient été modifiées sous la pression de la police. Cependant, même les proches de Sarah ont considéré que le degré de sa responsabilité avait été correctement déterminé. Les proches de Sarah ont une relation ambivalente avec cette histoire. On sait que les cousins et les hommes du côté Scazzi sont prêts à une rencontre et une possible restauration des relations familiales avec la famille Misseri. Selon leurs mots, beaucoup dépend de lui-même, mais ils sont tous d'accord avec la sentence pour Sabrina et Cosima et considèrent que la décision est juste. L'avocat de Michel a expliqué le comportement de son client comme un sentiment normal de culpabilité envers la famille. Selon lui, Michel essaie de le démontrer de cette façon et espère toujours obtenir une révision de la décision judiciaire pour sa femme et sa fille. Comme l'a raconté le défenseur dans une interview, depuis sa libération, Michel écrit quotidiennement des lettres à Cosima et Sabrina, mais n'a reçu aucune réponse jusqu'à présent. Actuellement, les opinions sur la décision judiciaire sont partagées. Certains croient que Michel est le principal coupable et a pu tellement confondre l'enquête que même le sentiment de culpabilité éveillé n'a pas aidé à disculper ses proches. D'autres pointent du doigt Sabrina et Cosima, qui avaient un motif sérieux de se débarrasser de Sarah. Pendant ce temps, Cosima et Sabrina continuent de purger leur peine de prison à perpétuité. L'histoire dont il sera question ici nous fait réfléchir sur le côté inquiétant de la nature humaine. Les psychiatres constatent que certains criminels prennent plaisir à traquer leurs victimes. Ellen Wake, affectueusement surnommée Ellie par ses proches, est née à Minneapolis, Minnesota. Elle menait une vie paisible et avait des parents attentionnés. La jeune femme avait des dispositions artistiques. Elle s'intéressait au scrapbooking, à la danse, créait des bijoux à partir de métaux simples et aimait beaucoup la musique. Peu après la naissance d'Ellie, la famille Wake a déménagé à Westchester, Ohio. Elle y vivait avec ses parents et son animal de compagnie, un gecko. Depuis son plus jeune âge, elle faisait preuve d'une grande curiosité et pouvait même salir sa plus belle robe quand quelque chose attirait son attention. La nature était sa passion. Elle voulait explorer tout ce qui l'entourait, sans se soucier des détails comme les vêtements tachés. Avec le temps, les centres d'intérêt d'Ellie n'ont cessé de s'élargir. Elle a commencé à cultiver des plantes, à coudre des hamacs et a obtenu sa licence d'esthéticienne à l'été 2018. La jeune femme rêvait de devenir indépendante et, comme elle le disait, de rendre le monde un peu plus beau.
Tout allait bien jusqu'au jour où Ellie a reçu un message désagréable d'un profil caché sur les réseaux sociaux. Au début, elle n'y a pas prêté attention, pensant qu'il ne s'agissait que d'une mauvaise blague. La situation est devenue progressivement de plus en plus préoccupante. Ellie recevait quotidiennement d'étranges messages sur les réseaux sociaux de différents profils inconnus. Les tentatives de blocage n'ont pas résolu le problème. À peine un compte était-il supprimé qu'un nouveau apparaissait, parfois, le même jour. Une situation similaire s'était produite 1 an auparavant, mais à l'époque, tout s'était rapidement arrêté. Après quelques blocages, les messages indésirables avaient disparu. Maintenant, l'inconnu faisait preuve de ténacité et utilisait différentes plateformes et appareils, ce qui a suscité de sérieuses inquiétudes chez la jeune femme, qu'elle a partagées avec ses proches. Mais ce n'était que le début. Après environ 1 mois de telle pression, Ellie a reçu un enregistrement vidéo qui la montrait dans sa cuisine. L'expéditeur l'avait filmé par la fenêtre depuis l'extérieur et y avait ajouté des images inappropriées de lui-même. La situation dépassait clairement le harcèlement Internet ordinaire et prenait un caractère menaçant. Il était devenu évident que le harceleur connaissait l'adresse d'Ellie. C'est pourquoi elle a décidé de s'adresser à la police. Elle discutait souvent de la situation avec son amie Anna, qui s'inquiétait beaucoup pour sa sécurité. C'est Anna qui a insisté pour qu'elle contacte immédiatement les forces de l'ordre et a convaincu Ellie que seuls eux avaient garantir la protection nécessaire. Suite à cela, Ellie s'est rendue au commissariat et a déposé une plainte officielle. La jeune femme a fourni aux enquêteurs une description complète des événements, y compris des photos, des messages inquiétants et ladite vidéo perturbante. Les enquêteurs ont essayé de déterminer si le harceleur aurait pu connaître Ellie. Elle n'avait qu'une supposition. L'un des comptes s'appelait Mickey et elle avait autrefois connu quelqu'un nommé Michael. Bien que leur relation se soit mal terminée, elle ne pensait pas qu'il avait une raison d'avoir un tel comportement. Tout s'était passé il y a 1 an. Il avait depuis longtemps rompu le contact et avait probablement continué sa vie. Les représentants de la loi lui ont conseillé de suivre des cours d'autodéfense et d'éviter les promenades nocturnes. Malgré sa demande d'aide, la situation ne semblait pas les inquiéter particulièrement. Après une nouvelle plainte, il est devenu clair, comme l'inconnu n'avait formellement violé aucune loi, il ne pouvait prendre aucune mesure. Ellie a pris les recommandations au sérieux et a commencé à suivre des cours d'autodéfense avec sa mère. Cependant, cela n'a rien changé à la situation. Les messages inquiétants continuèrent d'arriver presque quotidiennement. Les enquêteurs ne pouvaient pas remonter à la source de ces messages en raison du système de cryptage complexe. Il était évident que l'expéditeur dissimulait soigneusement son identité. Bien qu'il existât des moyens de contourner la protection, cela nécessitait un temps considérable. Les forces de l'ordre ne montraient pas d'empressement particulier dans l'enquête, et Ellie devait faire face à la situation seule. Elle espérait une fin rapide de ce cauchemar, mais la peur ne faisait que grandir. Dans la semaine suivant le dépôt de plainte à la police, l'inconnu est apparu 2 fois près de la maison. Même la mère d'Ellie l'a vu. Les 2 fois, la femme est sortie pour inspecter les lieux, mais n'a trouvé personne. Les policiers patrouilleurs arrivés sur place n'ont pu découvrir personne non plus. Malheureusement, la pression constante a eu son effet. Après ces événements, Ellie a commencé à avoir peur de rester seule à la maison. Les amis restaient souvent dormir chez elle. La mère essayait aussi d'être proche pour que sa fille puisse au moins trouver un peu de repos. Le mystérieux harceleur s'introduisait facilement sur la propriété sans laisser de traces. Durant cette période, Ellie se trouvait dans un état dépressif et souffrait d'insomnie. Toutes ses pensées n'étaient occupées que par des questions de sécurité personnelle et d'autodéfense. Heureusement, une piste importante est apparue après seulement 1 semaine.
Ellie a découvert un nouveau compte Snapchat sous le nom Mickey Mickey. Elle se souvenait que son ancien partenaire s'appelait Michael Strauss. Après avoir pesé les faits, la jeune femme s'est de nouveau adressée aux forces de l'ordre. Mais le même officier a encore ignoré ses inquiétudes. Selon la police, ils avaient des affaires plus importantes à traiter que de s'occuper des anciens admirateurs de la jeune femme. La relation d'Ellie avec Michael avait commencé par des intérêts communs, l'art, la musique et les fêtes. Mais bientôt, la relation s'est détériorée en raison de son comportement manipulateur et dominateur. Michael insistait sur d'étranges jeux de rôle auxquels Ellie n'était pas prête. Quand elle a reconnu les signaux d'alarme, elle a décidé de mettre fin à la relation après un mois. Michael a réagi de manière inappropriée et a montré sa vraie nature. Après une série de messages désagréables, la jeune femme a changé son numéro de téléphone et le contact a été rompu. Il semblait que tout était revenu au calme. Le 28 juillet 2018, Ellie écrivait avec son nouveau petit ami Nate. Ils prévoyèrent de se rencontrer, mais elle était inquiète à cause des promenades tardives. Nate a proposé de venir lui-même chez elle. Il a mentionné qu'il laisserait son téléphone à la maison et frapperait simplement à la porte. Au début, Ellie a hésité car elle voulait être seule, mais était toujours inquiète d'être suivie. Nate a promis de la protéger et elle a accepté. Ce soir-là, Ellie se sentait fatiguée et voulait se reposer. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait pas d'amis dans la maison. Elle a effectué son rituel habituel, vérifié toutes les portes et fenêtres pour créer au moins une illusion de sécurité avant d'aller dormir. Malheureusement, la jeune femme ne se doutait pas qu'elle ne communiquait pas avec le véritable Nate, mais avec un compte falsifié qui avait complètement copié le profil de son ami. Après cette soirée, Ellie ne s'est plus manifestée. Les proches ne pouvaient pas joindre la jeune femme et sa mère, remplie d'inquiétude, s'est immédiatement adressée à la police. La femme était convaincue que cela était lié à un admirateur insistant qui avait longtemps harcelé Ellie. Sa voiture était intacte devant la maison comme si elle n'avait pas été utilisée le jour de la disparition. Dans la maison, il n'y avait aucune trace de sa présence. Téléphone, réseaux sociaux et cartes bancaires restaient inactifs. Les enquêteurs se sont concentrés sur l'analyse des dernières données téléphoniques pour déterminer l'identité du harceleur. Ils ont découvert un échange de messages avec un certain Nate, dont le numéro était enregistré dans une autre ville et était falsifié. La vérification du véritable Nate a prouvé son innocence. Le jeune homme avait un alibi solide pour la soirée de l'incident. Il est devenu clair que quelqu'un avait créé un faux profil convaincant, gagné la confiance d'Ellie et obtenu des informations sur le fait qu'elle était seule à la maison. La carte SIM avait été achetée via un site web spécial, ce qui compliquait la recherche de l'acheteur. Après quelques jours, le propriétaire de la carte a pu être identifié. Comme Ellie l'avait soupçonné, c'était son ancien petit ami Michael Strauss. Malheureusement, 2 semaines de recherche n'ont apporté aucune information sur le sort de la jeune femme. Lors de la vérification du passé de Michael, il s'est avéré qu'il avait accumulé une longue liste de délits sur 10 ans. Parmi eux figurait un comportement inapproprié en public, la distribution de substances interdites, la manipulation de données étrangères et des cambriolages. En juin 2015, le jeune homme avait été accusé de comportements indécents en public, ce qui avait soulevé des doutes sur sa santé mentale. Après une évaluation médicale, le tribunal avait ordonné un traitement forcé. Plus tard, il a commencé à créer de faux comptes sur différents réseaux sociaux, par lesquels il harcelait de nombreuses jeunes femmes. Tous les messages étaient envoyés depuis sa ville natale. C'est de là qu'était également enregistré le dernier numéro depuis lequel Michael avait contacté Ellie cette nuit fatidique. Il est significatif que ce numéro ait été désactivé précisément le jour de sa disparition.
Le 24 août, presque un mois après la disparition d'Ellie, une découverte inquiétante a été faite dans un champ près de la ville. Cela s'est produit sur une route dans le comté de Butler, à quelques kilomètres de l'endroit. Les forces de l'ordre étaient convaincues d'un lien entre la découverte et l'affaire de la disparition. Le temps et les conditions météorologiques ont considérablement compliqué le travail des enquêteurs. Une enquête spéciale était nécessaire. Au bord de la route, un paquet enveloppé de rubans adhésifs a été trouvé. Les experts ont trouvé des signes indiquant que la personne avait été soumise à de rudes épreuves. Après un examen approfondi, les spécialistes ont établi les circonstances de l'incident. Il est remarquable que le lieu de la découverte ne se trouvait qu'à quelques minutes à pied à travers un champ de la maison de Michael Strauss. Tout ce temps, le public et les journalistes ont suivi avec inquiétude la recherche d'Ellie. La famille et les amis n'avaient pas perdu l'espoir de retrouver la jeune femme. Ils croyaient qu'elle était quelque part et qu'elle pouvait être sauvée. Malheureusement, une nouvelle du poste de police a détruit tous leurs espoirs. Tôt le matin, à 4 heures, les agents ont arrêté le principal suspect. L'arrestation de Michael Strauss a suscité un grand émoi. La police a dû déployer des efforts considérables pour préserver la scène du crime intacte. La zone a été bouclée, des spécialistes y travaillaient. Des drones survolaient la maison du suspect et documentaient les événements. Michael a été placé en détention avec la possibilité d'être libéré sous caution de 4 millions de dollars. Il a immédiatement été classé comme particulièrement dangereux. Parallèlement, des perquisitions approfondies de son appartement et de la scène de crime ont été effectuées. Les experts ont trouvé des traces biologiques de Michael. L'examen de son ordinateur et de son téléphone a montré que de nombreux comptes en ligne et numéros avaient été enregistrés depuis son adresse. Il les changeait constamment pour continuer à poursuivre sa cible, même après les blocages. Dans l'historique des recherches, on a trouvé des informations sur diverses actions illégales, le droit et les peines possibles. Il s'intéressait particulièrement à une affaire d'un criminel de Cincinnati. La dernière recherche de ce type a été effectuée le 18 juillet, 10 jours avant la disparition de la jeune femme. Dans les jours suivants, il a recherché des informations sur la vie dans les établissements pénitentiaires et leurs règles non écrites. Manifestement, l'auteur était conscient de la gravité de ses actes et comprenait l'inévitabilité des conséquences. Le plus inquiétant était qu'il ne montrait pas de peur, mais se préparait méthodiquement. Il cherchait des moyens de supprimer définitivement des photos de l'iCloud. Entre les préparatifs, il regardait des contenus interdits particulièrement troublants. Certaines recherches découvertes par les enquêteurs étaient si effrayantes qu'il a été décidé de ne pas les publier. Selon de nombreux indices, Michael représentait une menace sérieuse pour la société et ses actions ne pouvaient pas se limiter à un seul incident. Pour le confirmer, on a trouvé sur ses appareils de nombreux enregistrements et images de femmes faisant du sport dans les parcs municipaux. Il observait probablement celles qui s'entraînaient régulièrement dans des endroits isolés. Il est très probable qu'elles étaient toutes en danger et n'ont échappé à une rencontre avec lui que par hasard, contrairement à Ellie, pour qui il avait un plan particulier. Cependant, les psychiatres qui ont examiné son comportement considéraient également possible un scénario moins dangereux. Certaines personnes ayant des troubles se contentent d'observer les autres. Mais des preuves confirmant les pires craintes sont bientôt apparues. Michael suivait régulièrement des victimes potentielles en voiture et tentait même de les contacter, mais heureusement, les femmes parvenaient à s'échapper. Les nouvelles données devaient être vérifiées et la liste des incidents potentiellement élargie. Dans le téléphone du suspect, une carte a été trouvée avec un marqueur non loin de l'endroit où Ellie a été découverte plus tard. Les circonstances semblaient suspectes et nécessitaient une vérification. Mais l'enquête est restée sans résultat. Après son arrestation, Michael est resté calme. Il a expliqué ses étranges recherches sur Internet
et les matériaux trouvés par la préparation d'un tournage de film d'horreur. Selon ses déclarations, il était fasciné par le cinéma amateur et rêvait de créer son propre chef-d'œuvre. Il a également justifié son comportement inhabituel envers Ellie et la surveillance par la préparation d'acteurs. Il voulait prétendument écrire un scénario crédible sur un harceleur, faire des essais et trouver des perspectives favorables. Tout cela n'était, comme l'affirmait Strauss, qu'une expérience créative. Il n'avait pas prévenu Ellie, car il voulait capturer ses émotions sincères pendant les événements. L'accusation est cependant arrivée à une conclusion tout à fait différente. Les objets trouvés par les enquêteurs dans la chambre de Michael ont servi de preuve décisive. On y a trouvé les documents d'Ellie, une mèche de ses cheveux et un collier rose. Les parents ont identifié le bijou et confirmé que la jeune femme ne l'enlevait jamais. Les enquêteurs expérimentés ont remarqué que les objets trouvés ressemblaient à une collection de souvenirs. On sait que certains criminels conservent des objets personnels de leurs victimes pour se rappeler plus tard leurs actes. Lors des interrogatoires, Michael se comportait de manière provocante et arrogante. Il semblait essayer délibérément de déstabiliser les policiers. Il ne montrait aucun remords et cherchait constamment des justifications pour ses actions. Michael affirmait ne pas comprendre pourquoi l'incident s'était produit près de sa maison. Selon ses dires, Ellie aurait elle-même laissé tous les objets trouvés pendant leur relation. Bien sûr, c'était un mensonge. La jeune femme n'enlevait jamais ses bijoux et portait toujours son permis de conduire sur elle. Heureusement, sous la pression des enquêteurs, le suspect a commencé à dire la vérité. Après plusieurs heures d'interrogatoire, Michael a changé sa version et a qualifié l'incident d'involontaire. Selon sa version, il avait convenu avec Ellie de tourner un film au contenu particulier pour lequel il lui avait promis une grosse somme d'argent. Le jour de sa disparition, il s'est rendu à sa maison et a frappé à la porte. Après une brève conversation, Ellie est sortie, enveloppée dans une couverture. Michael a expliqué cela par son désir de se cacher des regards curieux des voisins. Ils sont arrivés chez Michael, où il a commencé les enregistrements dans la cave. Selon ses déclarations, tout était consensuel, mais la situation a échappé à tout contrôle. Plus tard, Strauss a expliqué avoir supprimé l'enregistrement et jeté la carte mémoire. La version du suspect a suscité des doutes chez les autorités d'enquête. Lors de la perquisition de sa maison, une pièce étrange avec un lit et des menottes a été découverte dans la cave. Les experts ont minutieusement examiné cet endroit et ont trouvé des preuves importantes, des traces du séjour d'Ellie, ce qui a été confirmé plus tard par des tests ADN. Les enquêteurs ne croyaient pas aux déclarations de Michael sur la participation volontaire de la jeune femme à ses projets. Ils savaient comment il l'avait attirée hors de chez elle sous prétexte d'une nouvelle connaissance. Les proches d'Ellie ont également catégoriquement nié la possibilité de son consentement à de tels enregistrements. De toute évidence, elle se trouvait dans cette cave contre sa volonté. Le plus troublant était le calme avec lequel Michael parlait des derniers moments de l'incident, comme si c'était pour lui une affaire quotidienne. Après son arrestation, la police a reçu des signalements de personnes convaincues de l'implication de cette personne dans d'autres incidents. Malgré le travail consciencieux des enquêteurs, l'aide du FBI était nécessaire pour révéler toute l'étendue de ses activités tant sur Internet que dans la vie réelle. Les agents ont étudié son profil psychologique et analysé d'importantes preuves numériques. Finalement, Michael a été inculpé de plusieurs crimes graves avec circonstances aggravantes, y compris la dissimulation de preuves et d'autres délits. La base de preuves comprenait plus de 800 pages et tous les documents ont été présentés aux jurés pendant le procès. Cependant, la défense s'en tenait à une version différente des événements. L'avocat affirmait qu'Ellie avait elle-même consenti à l'enregistrement et compris les conséquences possibles. Il insistait sur l'absence de préméditation.
Le défenseur a tenté de construire une version selon laquelle Ellie avait des problèmes de santé mentale et que l'incident pourrait être lié à une mauvaise prise de médicaments. Mais l'accusation disposait des résultats d'une expertise médicale montrant l'absence de tout médicament ou alcool dans l'organisme de la jeune femme. Les suppositions de l'avocat sur son état mental ont profondément affecté les proches, car l'anxiété d'Ellie était précisément due à l'attention persistante de Michael. Après les audiences préliminaires, l'accusé a soudainement avoué sa culpabilité. Pour la famille, cela signifiait la fin d'un procès épuisant. Ils n'ont pas eu à entendre tous les détails pénibles de l'incident. Cependant, cette décision a également conduit à une réduction de peine. Au moins 6 chefs d'accusation ont été abandonnés dans le cadre d'un accord de procédure. Lors de la séance finale, Strauss s'est adressé aux proches d'Ellie dans un long discours et a exprimé ses regrets pour ce qui s'était passé. « S'il vous plaît, croyez-moi de tout cœur, je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. S'il y avait un moyen de tout changer, je n'hésiterais pas à échanger ma place avec Ellie. » La famille de la jeune femme a perçu ces mots comme une autre manipulation. Plus tard, la mère du jeune homme a rencontré personnellement la famille d'Ellie pour exprimer ses profonds regrets. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait élevé pendant toutes ces années une personne capable de tels actes. Ses remords semblaient beaucoup plus sincères. L'accusation a demandé la peine maximale. La défense a plaidé, comme prévu, pour la clémence. Michael a été condamné à une longue peine de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 15 ans. Il a également reçu 1 an et demi pour harcèlement et menaces, ainsi qu'1 an pour comportement inapproprié. Toutes les peines doivent être purgées consécutivement. Selon le juge, l'accusé méritait une chance de rédemption. Compte tenu du temps déjà passé en détention provisoire, sa première possibilité de libération se présentera en 2036, la suivante en 2041. Cette décision a suscité l'indignation dans la famille Wake. Ils ont annoncé qu'ils seraient là présents à chaque réunion de la commission pour empêcher sa libération. Beaucoup se demandaient encore les raisons de ce qui s'était passé. Pourquoi Michael avait-il fait cela 1 an après leur séparation ? Pourquoi ne pouvait-il pas continuer à vivre ? Lui-même n'a donné aucune explication claire et a continué de parler d'un accident pendant l'enregistrement. L'accusation a suggéré que l'enregistrement aurait pu être fait, mais dans d'autres circonstances, avec des intentions malsaines. Après l'incarcération de Michael, la famille d'Ellie s'est tournée vers le procureur. Les proches ont exigé que tous les agents de l'ordre qui n'avaient pas pu aider la jeune femme lorsqu'elle avait demandé protection soient tenus responsables. Une enquête interne a été ouverte. Il s'est avéré que l'un des enquêteurs avait commis des violations graves. Il n'avait pas effectué une documentation appropriée ni mené une enquête approfondie sur les plaintes d'Ellie pour harcèlement. En conséquence, cet officier a été suspendu de ses fonctions. En prison, Michael a partagé avec son codétenu des informations inquiétantes sur Ellie et a laissé entendre qu'elle n'était pas la seule victime. Cela a confirmé les craintes de la police et les témoignages selon lesquels Michael avait déjà harcelé d'autres femmes auparavant. Dans une conversation avec son codétenu, il a mentionné une certaine Shelly, qu'il avait traitée de manière similaire et qu'il avait ensuite laissée près d'un ruisseau à proximité de la ville. La police a vérifié cette information, mais n'a trouvé aucune confirmation. En janvier 2018, la police a reçu un signalement concernant un incident dans le parc. Un inconnu vêtu d'un sweat à capuche noire et portant un masque a attaqué une jeune femme qui faisait son jogging. Il a essayé de la traîner dans les buissons et lui a ordonné de se taire. Heureusement, elle a pu se libérer et s'enfuir. Michael est également examiné pour un possible lien avec une autre affaire non résolue retentissante. Kathleen Markham a disparu en août 2011 de sa maison à Fairfield, Ohio. Cela s'est produit après une fête à laquelle Michael était présent. Lors de cet événement, Kathleen s'est photographiée avec son petit ami et Michael.
En 2013, des découvertes inquiétantes liées à sa disparition ont été faites à Cedar Grove, Indiana. Les enquêteurs ont découvert des modes opératoires similaires à d'autres cas dans cet incident. L'enquête se poursuit à ce jour. Il existe des soupçons sur l'implication de cette personne dans d'autres cas similaires, mais jusqu'à présent, pas assez de preuves n'ont pu être trouvées. Les fêtes d'hiver sont un moment spécial où les familles se réunissent, partagent chaleur et joie et échangent des cadeaux sous le sapin scintillant. Cependant, il y en a qui ne voient dans cette période lumineuse qu'une opportunité d'enrichissement illégal, ce qui conduit parfois à des conséquences imprévues. La famille Harris s'est installée en 1986 dans la petite ville de Dryden, dans l'État de New York. Le chef de famille, Tony, s'est vu offrir le poste de directeur des ventes dans une entreprise de Syracuse spécialisée dans l'équipement électronique. En 15 ans de travail, il a construit une carrière impressionnante. Réalisant son rêve de toujours, Tony a construit une maison spéciale pour ses proches. Il a vécu 17 années heureuses avec son épouse Dolores. Leurs enfants, Shelby, 15 ans, et Mark, 11 ans, fréquentèrent l'école locale. Jusqu'en 1989, la famille était complètement intégrée dans la communauté locale. Dolores, connue pour son talent culinaire, régalait souvent les voisins avec des pâtisseries et maisons. Elle s'impliquait activement dans le conseil scolaire et dans des œuvres caritatives. Pour élargir ses horizons, elle a ouvert une boutique accueillante de souvenirs et d'artisanat dans une grange rénovée à côté de la maison. Grâce à son caractère ouvert, Dolores s'est rapidement fait des amis à Dryden. Toute la famille Harris menait une vie sociale active, se passionnait pour le sport et essayait de ne manquer aucun événement local. Le 22 décembre 1989 était le dernier jour d'école avant les vacances de Noël. Après les cours, Shelby a passé du temps avec son petit ami James. Vers 15h30, elle a pris le bus avec des amis jusqu'à son arrêt, à seulement 10 minutes à pied de chez elle. Elle avait rendez-vous avec James plus tard, vers 7h du soir. Le même jour, Rita, l'amie de Dolores, est venue à la boutique pour acheter des souvenirs de fête. La boutique était ouverte, mais la propriétaire n'était pas à l'intérieur. Un appel téléphonique à la maison est également resté sans réponse. Surprise par la boutique non verrouillée, Rita a convenu avec Dolores d'une livraison des achats pour 18h30. Mark, le plus jeune des Harris, est descendu du bus scolaire vers 4h. Le garçon est resté avec ses amis pour faire une bataille de boules de neige. Environ un quart d'heure plus tard, Dolores a parlé au téléphone avec son amie Anne et a discuté d'un événement sportif à venir. Dans la conversation, Dolores était joyeuse et amicale, comme d'habitude. Tony terminait sa journée de travail à ce moment-là. À 15h15, il a quitté le bureau en direction de la maison. Le trajet durait habituellement environ 15 minutes. Dans l'attente des fêtes, il s'est précipité à la maison pour voir comment sa femme avait décoré la maison pour Noël. Ce soir-là, à 18h30, Dolores attendait en vain son ami qui avait promis de rapporter des courses du magasin. Un étrange sentiment d'inquiétude l'envahit lorsque les appels téléphoniques restèrent sans réponse. La même situation se produisit avec le petit ami de Shelby. Elle devait lui rendre visite à 19h, mais n'apparut pas, malgré de nombreuses tentatives pour joindre la famille Harris par téléphone. La ligne restait constamment occupée. Le jeune homme n'y accorda pas d'importance particulière et supposa que Shelby était simplement en retard et rappellerait plus tard. Cependant, il n'y eut aucune nouvelle de la famille. Le lendemain matin, vers 7h le 23 décembre, le son strident d'une alarme incendie brisa le silence uniforme du quartier. Le voisin de la famille Harris,
réveillé par le signal d'alarme de la maison d'en face, attendit un moment dans l'espoir d'une fausse alarme accidentelle. Lorsque le son ne s'arrêta pas et que personne ne répondit à la sonnette, l'homme inquiet se tourna vers la police. L'officier arrivant soupçonna initialement une fausse alarme ordinaire, comme cela arrivait souvent pendant la période précédant Noël. Le quartier était considéré comme calme. Les incidents y étaient là rares, particulièrement à la veille de Noël. Cependant, des traces inhabituelles de pneus sur l'allée, traversant la pelouse, attirèrent son attention. En s'approchant de la maison, le policier en patrouille entendit le son persistant de l'alarme. Personne ne répondit au coup ni à la sonnette. La première pensée fut la suspicion d'un incident domestique. Peut-être qu'un des résidents avait eu un accident en cuisinant et s'était rendu à l'hôpital par ses propres moyens. Cela expliquerait aussi les traces du départ précipité sur la pelouse. Pour vérifier sa version, l'officier décida d'entrer par le garage non verrouillé. À l'intérieur, il fut accueilli par de la fumée et une forte odeur de carburant. Mais le signe le plus inquiétant était les câbles coupés du téléphone de la maison. En inspectant le rez-de-chaussée, le policier en patrouille ne trouva personne. Dans le salon se trouvait un arbre de Noël festif, sous lequel on pouvait voir des cadeaux de Noël non ouverts. Dans la chambre de l'aîné de la famille, le policier en patrouille a découvert une scène inquiétante. Après avoir découvert Shelby, il a immédiatement appelé des renforts et poursuivi la fouille des pièces. Au moment de l'arrivée des secours et d'autres forces de l'ordre, 3 autres personnes ont été trouvées dans la chambre principale au premier étage. Les époux avaient été immobilisés sur leur lit et le garçon se trouvait à côté d'eux. Pour l'immobilisation, divers matériaux improvisés ont été utilisés, des cordes et même un cintre en fil de fer qui maintenait les époux. Sur les têtes des 3 personnes se trouvaient des tailles d'oreillers. Shelby était également attaché à une chaise avec des câbles et un cintre plié. Les policiers ont découvert des fragments de la robe de Shelby pour le bal de Noël de l'école. Elle était déchirée et avait été utilisée pour l'attachement. Les spécialistes des pompiers ont déterminé que l'incendie avait été délibérément allumé. Ils ont découvert 3 foyers d'incendie dans différentes pièces. L'auteur a tenté de détruire les preuves par le feu. Heureusement, il n'a pas réussi à éliminer complètement les preuves. Les experts ont recueilli de nombreuses données qui ont permis de reconstituer les événements de cette soirée de Noël. Probablement, entre 16h30 et 17h00 la veille, quelqu'un est entré dans la maison et a menacé toute la famille avec une arme à feu. Selon l'évaluation des enquêteurs, il y est resté jusqu'à environ 22h30. Tôt le matin, l'auteur est revenu pour effacer les traces, après quoi l'incendie s'est déclaré vers 6h45. Le système d'alarme incendie a réagi à temps. Le voisin a réagi rapidement au signal d'alarme et a contacté les services d'urgence à 6h58. Les experts en incendie ont déterminé que l'alarme s'était déclenchée presque immédiatement après que l'incendie ait été allumé. Dans la maison, plusieurs conteneurs de combustible ont été trouvés, des bidons en plastique et en métal. Les enquêteurs ont supposé que le combustible provenait du garage de la famille où étaient stockées les réserves du chef de famille. Dans toute la maison, de nombreux mégots de cigarettes ont été trouvés, bien que personne de la famille n'aurait pu les laisser. Manifestement, ils appartenaient à l'auteur. Malheureusement, c'étaient les seules preuves substantielles. On avait l'impression que les pièces avaient été soigneusement nettoyées. Aucune empreinte digitale n'a pu être trouvée. L'examen de la scène du crime s'est avéré peu concluant. Même les douilles n'ont pas pu être trouvées. L'auteur a manifestement procédé de manière méthodique et a essayé de ne pas laisser de traces qui pourraient mener jusqu'à lui. Une particularité de l'affaire a compliqué le travail des techniciens criminels. Les traces ont été détruites avec du carburant.
Il n'y avait aucun signe d'effraction aux portes. Probablement que la famille avait elle-même laissé entrer l'étranger, ce qui était courant dans cette région où tout le monde se connaissait. Les résidents étaient habitués à une vie tranquille et ne craignaient pas pour leur sécurité. Maintenant, l'atmosphère dans la ville avait changé. Les gens regardèrent leurs voisins avec méfiance et essayèrent de comprendre qui aurait pu apporter le malheur à toute la famille. Les Harris étaient considérés comme des personnes aimables et bienveillantes, sans ennemis. Ils menaient une vie exemplaire. Pas de lien avec le monde criminel. Pas de dette ni de dépendance. Les époux étaient fidèles l'un à l'autre et religieux. Ils passèrent les week-ends ensemble et participaient activement à la vie scolaire des enfants et aux événements sportifs du district. Le matin, les enquêteurs ont découvert le van familial des Harris. Il se trouvait sur un parking à 7 km à l'ouest de leur maison. Des informations sont arrivées concernant l'utilisation des cartes bancaires de la famille à différents distributeurs de la ville. Le 23 décembre, ces cartes ont également été utilisées pour des achats dans plusieurs centres commerciaux, ce qui a aidé à déterminer le temps approximatif passé par l'auteur au distributeur. À la fin des années 80, il n'y avait pas encore de système développé de vidéosurveillance. Il fallait donc s'appuyer sur les témoignages de témoins oculaires, en particulier des employés des magasins. Il s'est avéré qu'un homme a payé 4 fois avec la carte de Tony Harris et une femme a payé tout aussi souvent avec la carte de Dolores. Ils ont attiré l'attention par leurs gros achats, électroménagers, électroniques, sous-vêtements, vêtements et bijoux coûteux. Un employé du magasin d'articles ménagers a fourni des informations précieuses. Il se souvenait d'un client étrange qui sentait fort l'essence et avait des taches d'huile sur son pantalon. Le vendeur a aidé à créer un portrait robot qui a été précisé avec l'aide d'autres témoins. On recherchait un couple à la peau foncée. Un homme d'environ 30 ans, de stature moyenne avec des cheveux bouclés, et une femme d'environ 50 ans. Les portraits robots ont été diffusés au public pour leur recherche. Le même jour, plusieurs signalements sont arrivés. Particulièrement important s'est avéré le témoignage d'un professeur d'université qui vivait à 1 kilomètre de la scène de crime. Le matin du 23 décembre, il a remarqué le van des Harris qui se déplaçait lentement. À l'intérieur se trouvait un homme à la peau foncée et une femme qui correspondait au portrait robot. Le professeur les a reconnus comme des voisins, mère et fils. D'autres témoignages ont suivi. Des gens ont vu les suspects aux distributeurs automatiques dans les magasins et ont cité les mêmes noms. Finalement, l'identité de la présumée complice a été établie. Shirley King, 55 ans, une citoyenne respectueuse des lois. Son fils Michael, 33 ans, également connu sous le nom d'Anthony Turner, avait un passé criminel. En l'année 1979, Michael fut condamné pour violation de domicile. Mais dès le 19 février 1980, il fut libéré sous condition. Il s'installa avec sa petite amie et sa fille de 2 ans dans un duplex. Dans l'autre partie de la maison vivait sa mère. Avant cela, il avait commis quelques délits, mais il n'avait pas eu de conséquences graves. Jusqu'en 1982, Michael fut à nouveau placé en détention, cette fois pour possession d'un arsenal d'armes. Pendant sa détention provisoire, il exprima son regret de ne pas s'être opposé aux forces de l'ordre. Le jeune homme avait un riche passé criminel, principalement des cambriolages de maisons, utilisant des équipements de tir. Jusqu'à l'incident avec la famille Harris, ces actes n'avaient pas impliqué de conflits sérieux avec des personnes. Malgré les soupçons et les témoignages, les enquêteurs n'ont pas pu porter plainte concernant la famille. Le jeune homme fut placé sous surveillance. Les voisins trouvaient Michael et Shirley assez étranges. Durant les 2 années de leur séjour dans le duplex, ils avaient eu peu de contact avec leur environnement.
La propriétaire raconta que le couple devait 700 $ de loyer et 550 $ de charges juste avant les tristes événements. Un jour, après l'incident, ils trouvèrent étonnamment les moyens de régler leurs dettes. Le 26 décembre, un certain Stephen May, qui connaissait Michael depuis la fin des années 70, se présenta à la police. Stephen avoua qu'il avait été son partenaire dans l'un des vols d'objets de valeur de Noël. Il décrivit son connaissance comme quelqu'un qui, comme le Grinch, gâchait délibérément les fêtes des gens. Chaque Noël, il visitait un appartement ou une maison. Selon le récit de Stephen, il rendit visite à sa connaissance le lendemain des événements, qui lui montra des équipements fabriqués maison et des appareils modifiés. Stephen précisa que l'arsenal d'armes avait été vendu à Michael par une amie en janvier 87. Les caractéristiques correspondaient aux preuves trouvées sur la scène de crime. La présence d'un silencieux expliquait le silence remarqué par les voisins des Harris. À cette époque, la mère de Michael, Shirley, travaillait comme femme de ménage dans un hôtel. Le 30 janvier 90, un enquêteur sous couverture s'y installa. Son nom était David Harding, un enquêteur débutant mais prometteur. Il se distinguait par son intelligence, sa persévérance et sa fidélité aux principes, ce qui favorisait le développement de sa carrière. Le divorce récent l'avait fait plonger tête la première dans le travail. Les amis plaisantaient en disant qu'il était maintenant marié au service. Malgré les difficultés personnelles, il accomplissait excellemment ses devoirs officiels et était idéal pour l'enquête sur l'affaire des 2 dangereux malfaiteurs. Les collègues remarquèrent le talent spécial de Harding pour trouver des preuves dans les cas les plus difficiles et découvrir des empreintes digitales là où même les experts expérimentés ne pouvaient pas en trouver. À cette époque, il avait déjà aidé à traduire en justice plusieurs dangereux criminels qui ne laissaient pratiquement aucune trace. Il accorda une attention particulière à l'affaire de la famille Harris. En octobre 90, un enquêteur sous couverture s'est installé dans un hôtel sous le nom de David Savage. Son objectif était d'établir un contact avec Shirley. Au cours de la conversation, la femme a partagé ses plans. Elle avait l'intention de déménager sur sa propre propriété dans le nord de l'État de New York, où elle possédait 200 acres de terre. Shirley a parlé de son intention d'ouvrir un hospice pour les personnes dans le besoin. David, qui s'est présenté comme un homme d'affaires ayant des connexions avec les structures étatiques, a offert son aide pour obtenir des fonds pour ce noble projet. Une telle proposition a clairement intéressé son interlocutrice et a aidé à établir une relation de confiance. Pendant les conversations, l'enquêteur a remarqué un détail intéressant. Shirley réagissait particulièrement émotionnellement aux informations télévisées concernant des accusations contre des suspects à peau foncée. Une autre observation. Elle préférait un type rare de tabac dont les résidus ont été trouvés sur la scène de crime. David, qui portait un plâtre comme couverture, a demandé l'aide de Shirley pour signer des invitations à une réunion d'anciens élèves. Elle a volontiers accepté et a signé 25 enveloppes, dont une au nom de Dolores. Ce nom n'a pas été choisi au hasard. Il était prévu de comparer l'écriture avec les signatures d'une certaine Dolores sur des chèques de cartes de crédit de personnes disparues. Avec un simple stratagème, demandant un verre de jus d'orange, l'enquêteur a obtenu les empreintes digitales de Shirley. Dans des conversations ultérieures, la femme a parlé de ses enfants, Robert et Gabriel, qui vivent dans d'autres États. Il est notable qu'elle n'a pas dit un mot sur son fils Michael King et ses noms alternatifs. À la question sur ses problèmes antérieurs avec la loi, Shirley a réagi de manière inhabituelle, mais a gardé son sang-froid. Bien qu'il ait été précédemment rapporté qu'aucune empreinte digitale n'avait été trouvée dans les maisons des victimes, Harding était convaincu du contraire. La recherche n'avait simplement pas été assez approfondie.
Ces soupçons ont été confirmés 2 jours après avoir fait la connaissance de Shirley. Son empreinte digitale a été découverte sur un bidon dans la maison des Harris. Ceci, avec d'autres preuves, s'est avéré suffisant pour porter des accusations officielles contre les suspects. Le 7 février 1990, une unité spéciale des forces de l'ordre s'est rendue au duplex de Michael pour effectuer des perquisitions. On savait qu'un arsenal impressionnant était conservé dans la maison des King. En raison des déclarations antérieures de Michael sur sa volonté d'affronter la police, un hélicoptère de secours a été déployé par mesure de sécurité. Plusieurs équipes de secouristes étaient en attente en cas de complications. Lorsque l'unité est entrée dans la chambre, ils ont découvert Michael armé sur le lit. Après lui avoir ordonné de cesser toute résistance, il s'est levé brusquement et une détonation a retenti. Il y a eu des tirs de riposte. Plus tard, un fragment a été trouvé dans le plafond, confirmant la légitimité des actions des enquêteurs. À ce moment-là, Shirley King était déjà en garde à vue. Dans la partie du duplex où vivait Michael, un atelier avec établi, machines et outils a été découvert. Selon son connaissance, tout cela était utilisé pour fabriquer des équipements artisanaux et des objets tranchants destinés à la vente. Des exemplaires de ces produits ont été trouvés dans toute la maison avec des munitions. Les enquêteurs ont également découvert le vélo du jeune homme. Il l'utilisait probablement pour s'approcher discrètement de la maison des Harris. Dans la moitié du duplex où vivait sa mère, ils ont trouvé des cigarettes de la même marque que sur la scène de crime. La police a confisqué un briquet acheté le jour où le vendeur du magasin d'articles ménagers a remarqué un client étrange avec une forte odeur d'essence. Lors de la perquisition de la chambre de Michael, un équipement d'assaut 22 modifié a été trouvé. Il correspondait à la description de l'objet dont avait parlé la connaissance du suspect. L'examen balistique a confirmé le lien entre cet objet et l'incident à la maison des Harris. Lors des interrogatoires, Shirley a insisté sur son innocence et a affirmé que les enquêteurs essayaient de l'accuser sans fondement. Elle a admis que son fils lui avait donné une carte de crédit étrangère, mais prétendait ne pas s'être intéressé à sa provenance. La femme a nié les accusations et a dit qu'il aurait été déraisonnable de causer du tort à toute une famille pour quelques milliers de dollars qu'ils avaient dépensés avec son fils. Plus tard, elle a changé sa déposition, a admis les actions de son fils, mais a insisté sur le fait qu'elle ne savait rien de ses intentions. Shirley a raconté qu'elle avait appris l'incident avec les Harris par les nouvelles et avait interrogé son fils sur les cartes. Michael a avoué et expliqué ses actions par la peur d'être découvert, car la famille aurait pu l'identifier. Selon les paroles de Shirley, elle a réprimandé son fils pour ce qui s'était passé, mais n'a pas informé les autorités. Cependant, une nouvelle enquête a réfuté ses affirmations sur sa non-participation. Sur l'un des bidons, une petite empreinte digitale a été découverte qui, selon Harding, appartenait à Shirley. Les enquêteurs soupçonnaient que Shirley n'était pas présente lors de l'incident avec la famille, mais qu'elle est définitivement apparue plus tard. En tant que femme de chambre d'hôtel, elle s'occupait professionnellement du nettoyage des chambres et pouvait éliminer différentes tâches. Ses compétences l'ont probablement aidée à nettoyer minutieusement la maison des Harris. Début août 1990, l'affaire de Shirley a été portée devant le tribunal. L'accusation a porté 12 chefs d'accusation, dont complicité d'effraction, altération de la scène de crime, incendie criminel, possession de biens d'autrui et entrave à l'enquête. Le 13 août, le procureur a suggéré une implication plus grave de Shirley, mais en raison du manque de preuves, ces accusations ont dû être abandonnées. On sait que la petite amie de Michael vivait dans son duplex et y était à Noël. Lors de l'audience, elle a confirmé l'alibi de Shirley
et a raconté que son petit ami avait conduit 2 fois quelque part sans expliquer où. Sa mère était restée avec la jeune femme toute la soirée. Cependant, elle soupçonnait que la femme était partie avec Michael pendant la nuit. Selon les enquêteurs, après l'incident avec les Harris, elle a décidé d'aider son fils à effacer les traces. Le principal témoin à charge était David Harding. Son témoignage émotionnel semblait avoir définitivement convaincu le jury de l'implication de Shirley. Le jury l'a déclaré coupable de tous les chefs d'accusation: incendie criminel, violation de domicile, falsification de documents, entrave à la justice et possession illégale de biens d'autrui. La peine était de 44 ans avec possibilité de libération anticipée après 18 ans. Devant le jury, Shirley a admis avoir utilisé une carte de crédit appartenant à quelqu'un d'autre, mais a insisté sur le fait qu'elle ne connaissait pas son propriétaire et n'avait jamais été dans la maison des Harris. Elle a accusé David Harding de manipulation de preuves, de partialité et de diffamation délibérée pour clore l'affaire. Ces déclarations ont été ignorées, mais l'histoire a pris un tournant inattendu. Début 1991, David Harding a passé un test du détecteur de mensonges en essayant de rejoindre la CIA. Il n'a pas réussi la question concernant l'affaire Shirley King, ce qui a soulevé des soupçons de possible falsification de preuves. Lors de la vérification, il s'est avéré que l'empreinte digitale prétendument trouvée sur le bidon et attribuée à Shirley n'avait en réalité jamais été vue par personne. Les experts qui avaient initialement travaillé sur l'affaire ont confirmé qu'ils n'avaient rien trouvé lors de l'examen de la scène de crime. David et son collègue policier ont été accusés dans plusieurs affaires similaires, y compris la persécution illégale de Shirley. En novembre 1992, l'affaire prit un tournant inattendu. Harding avoua avoir fait de fausses déclarations. Le tribunal le condamna à 4 ans et demi de prison. La même peine fut infligée à son collègue policier qui connaissait et couvrait les actions de son collègue. Cette affaire devint le point de départ d'un examen approfondi du travail de la police de New York qui révéla tout un système de violations similaires. En conséquence, de sérieuses réformes des méthodes de travail des forces de l'ordre locales furent mises en œuvre. Après l'aveu de Harding, Shirley fut libérée. Elle avait passé environ 2 ans et demi en prison. La femme confirma sa participation à l'utilisation de cartes de crédit d'autrui et à la falsification de documents, mais elle avait déjà purgé entièrement sa peine pour ces délits. Maintenant, Shirley décida de demander une indemnisation pour le préjudice moral subi. Elle s'adressa au tribunal qui se rangea de son côté. Le 13 décembre 2007, la décision fut prise de lui verser $286 000 de l'État de New York. Le tribunal établit que le département de police de la ville était responsable de négligence, de supervision inadéquate et de violation délibérée. Shirley avoua plus tard qu'elle voulait regarder Harding dans les yeux pendant le procès, lorsque ses actions illégales furent révélées. Elle était certaine qu'elle aurait vu le mensonge et la peur dans son regard. En l'an 2015, Shirley décéda. Elle avait 80 ans. Entre-temps, la culpabilité de son fils dans l'affaire de l'incident avec la famille fut entièrement prouvée. Il était effectivement impliqué dans ce qui s'était passé avec la famille Harris.